Bonjour, alors je suis le docteur Agostini, médecin anesthésiste et je suis responsable de la petite unité de chirurgie ambulatoire de l'hôpital Cochin. Je vais donc vous parler de la chirurgie et l'anesthésie ambulatoire du point de vue de l'anesthésiste. Initialement, la chirurgie ambulatoire était destinée aux patients qui allaient très bien, qui étaient dits ASA 1 dans la classification ASA qui est celle de l'American Society of Anesthesiology et qui permet de classer les patients en plus ou moins bonne santé, c'est-à-dire ASA 1, le patient n'a strictement rien, est en parfaite santé. ASA 2, il a une petite pathologie qui n'obère pas les fonctions vitales. ASA 3, il a déjà une pathologie retentissant sur les fonctions vitales. ASA 4, retentissant beaucoup. Et ASA 5, il est pratiquement moribond. Alors, il est évident qu'on prend en charge les ASA 1 et 2 sans aucun problème, mais que ça s'est beaucoup étendu ces dernières années aux ASA 3, c'est-à-dire les patients qui ont également des comorbidités, mais je dirais que là, le maître mot, c'est la stabilité de ces comorbidités. On peut avoir une hypertension, une cardiopathie, un asthme, une insuffisance respiratoire, mais du moment que tout ça est stable, qu'il n'y a pas eu d'événements récents aggravants, on peut considérer que ces patients sont susceptibles d'être opérés en chirurgie ambulatoire. Et je voulais vous parler également de l'âge des patients. Il est bien démontré maintenant que les patients âgés et les patients même très jeunes en pédiatrie, mais ça je ne rentrerai pas dans ces détails-là, mais les patients en tout cas très âgés peuvent aussi bénéficier d'actes en chirurgie ambulatoire. Bon, les études montrent que ça se déroule bien pour eux. Tout repose quand même sur l'évaluation opératoire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une évaluation spécifique du patient par le chirurgien d'abord, par l'anesthésiste ensuite, qui confirme ou infirme la prise en charge en ambulatoire, et ensuite que l'évaluation soit poursuivie par l'infirmière de consultation, qui est l'infirmière d'accueil, qui donne ensuite toutes les informations sans lesquelles rien de tout ça ne peut se faire de manière fluide. Alors en termes de techniques d'anesthésie, je pense qu'on vous a déjà parlé des techniques de chirurgie mini-invasive qui sont des techniques effectivement qui favorisent cette prise en charge en ambulatoire. Il y a également bien sûr de nombreuses techniques d'anesthésie l'anesthésie s'est grandement développée ces 30 dernières années pour améliorer et rendre plus rapide la récupération des patients, ce qu'on appelle la récupération rapide après chirurgie, la RAC. Du côté de l'anesthésie, les anesthésies générales sont faites avec des produits très très vite réversibles, il y a eu quand même des progrès surtout sur la prévention des nausées, vomissements post-opératoires. On administre systématiquement des antiémétiques à l'induction de l'anesthésie. Tout ce qui est anesthésie loco-régionale est bien sûr privilégié. Tout ce qui est bloc nerveux périphérique, quand c'est intéressant, bien sûr, pour le patient et pour sa prise en charge, c'est largement privilégié. Il faut savoir que ce qui empêche les gens de sortir, outre la douleur post-opératoire, c'est la raison pour laquelle on privilégie des techniques d'analgésie périphérique. Outre ça, ce sont les nausées-vomissements. Généralement, donc, les patients qui sortent sont parfaitement revus à la fin. Généralement, ce sont les infirmières de salle de réveil qui ont des critères bien précis qui ont été écrits, établis et qui savent lorsqu'un patient peut sortir de la salle de réveil pour être dans un lit d'hospitalisation conventionnelle. Et puis, à partir de là, lorsqu'il est apte à prendre une collation et lorsqu'enfin il est apte à la sortie, il y a un certain nombre de scores qui existent, score d'Aldrett, score de Chang, qui permettent d'évaluer la pertinence, le moment pertinent de la sortie. En amont et en aval, il y a quand même les contacts réguliers avec les médecins de ville et avec éventuellement les structures dans lesquelles les patients qui sont plus fragiles peuvent être traités. Donc ça favorise également la fluidité de la prise en charge de ces patients et le fait qu'ils ne sont pas abandonnés à eux-mêmes dans les suites après la sortie. Il y a également bien sûr les réseaux d'infirmières de ville
qui sont des réseaux très au point aujourd'hui, avec lesquels on travaille beaucoup. Alors j'insiste bien sur le fait qu'il y a quand même une espèce de triade ou un triptyque, comme vous voulez, patient, acte et structure. C'est-à-dire que chaque structure doit établir ses propres règles, et notamment la liste des patients qu'elle souhaite faire et qu'elle peut faire en ambulatoire. C'est-à-dire que des structures plus petites ou des structures isolées ne peuvent pas faire les mêmes choses, ou des structures n'ayant pas le nombre d'intervenants en termes d'infirmiers, d'aides-soignants, de médecins, de chirurgiens, ne peuvent pas faire absolument toutes les choses que feraient d'autres structures. Alors ceci est évolutif, ceci peut bien sûr évoluer au cours du temps. Une petite structure peut s'agrandir, peut se doter de moyens nouveaux et donc élargir la palette de ce qu'elle peut faire en ambulatoire. Mais il faut quand même rester dans des conditions de sécurité absolue. C'est quand même ça qui est quand même souhaitable pour tout le monde. Voilà, bon, écoutez, je pense que c'est un sujet passionnant et je souhaite à tout le monde de se passionner. Et un bon MOOC pour tout le monde.